Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis IS et IES de Sud Radio, le patrimoine. Alors le patrimoine dit comme ça en latin, c'est patrimonium, l'héritage du père. Alors oui, c'est sûr, ça peut un peu plomber l'ambiance de rappeler que le patrimoine serait simplement l'ensemble du bâti architectural que nous ont légué nos anciens et qu'on doit s'en occuper. Tout ce qui n'a pas été détruit à la Révolution ou pendant les deux guerres mondiales et qui tient encore debout, bon an mal an, c'est ça le patrimoine, merci du cadeau. Alors dit autrement, dans la vraie vie d'aujourd'hui où le virtuel se mélange tellement au réel, le patrimoine, en réalité, c'est cette réalité tangible et historique qui réjouit 86% de nos compatriotes qui s'y disent très attachés. Concrètement, c'est un ensemble d'œuvres qui se composent de fermes, églises, moulins, théâtres, ponts, locomotives, lavoirs, demeures, chapelles, châteaux et même sculptures et peintures, même voitures, jardins, etc., etc. Aujourd'hui, on voit tout cet héritage d'un autre œil, car nous avons pris conscience que toutes ces créations dans notre monde où tout s'accélère sont d'abord issues d'une longue lignée de gestes ancestraux sans cesse améliorés et qui racontent l'histoire de notre humanité et de notre relation au beau, à la matière et au sacré, ou d'un savoir-faire d'exception propre à un groupe et qui compose aujourd'hui la richesse, l'identité et l'histoire finalement de notre pays. Alors, c'est un sujet de discorde autrefois quand on leur entretient et leur sauvegarde. Ces objets du patrimoine sont devenus aujourd'hui des points de rencontre fédérateurs pour les jeunes générations qui s'en emparent avec gourmandise, car créateurs de liens sociaux et, attention, source de vie. Oui. Alors, quel est l'état des lieux de notre patrimoine? Comment le préserver, le sauvegarder, tout en le rendant vivant et accessible à tous? Qui s'en occupe et comment? C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour parler du patrimoine, nous avons invité autour de cette table 3 éminents spécialistes. Véronique Keif, déléguée régionale de la Fondation du patrimoine pour l'Alsace. Bonjour Véronique, vous êtes en Zoom avec nous et en Alsace. Bonjour. Mathieu Lours était avec nous, il est historien et universitaire, spécialiste du patrimoine religieux. On dit plus simplement historien architectural, Mathieu, on devait dire ça, hein? Historien de l'architecture, c'est parfait. Historien de l'architecture et Catherine Tissot-Coll, déléguée régionale de la Fondation du patrimoine Île-de-France. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors Mathieu, première question pour vous, parce que je sais que vous êtes dans un amphithéâtre et que bientôt vous allez donner vos cours. Au regard de l'histoire, de quand date cette notion de protection et de conservation de notre patrimoine? Quand est-ce qu'on a vraiment pris les choses en main? On a pris les choses en main à l'époque romantique. Notre patrimoine est issu d'une vision romantique des arts et de la nation. C'est-à-dire quand on prend conscience que le patrimoine, c'est l'incarnation de l'histoire. C'est l'histoire en marche. Je dirais que c'est pas tant Victor Hugo. Victor Hugo, c'est sûr, c'est Notre-Dame de Paris, mais c'est Chateaubriand. C'est lui qui, voyant que la Révolution française a laissé tomber en ruine le patrimoine, dit « là, on a une responsabilité, ces ruines, elles sont belles, mais on ne va pas se contenter des ruines, il faut aussi préserver ce qui existe. » Donc l'esprit, c'est Chateaubriand. L'esprit, c'est Chateaubriand. La mise en route de la machine, c'est Victor Hugo. Et le gouvernement qui enfin fait quelque chose, c'est la monarchie de Juillet, c'est Louis-Philippe, qui crée le service des monuments historiques en 1831. D'accord. Donc Prosper Mérimée, Malraux, tous ces gens ont œuvré aussi pour la protection du patrimoine. Exactement. Il y a un cortège ininterrompu jusqu'à maintenant de défenseurs du patrimoine pour les causes de l'histoire, de la beauté, mais aussi de la dignité des territoires qui abritent ces édifices. Il y a une dimension citoyenne qui est indéniable. Est-ce que le grand chantier de Notre-Dame a réveillé les consciences selon vous, et notamment auprès des jeunes, que le patrimoine, c'était pas seulement des vieilles pierres qu'il fallait momifier, c'était aussi des sources de fédération et des sources de vie et de culture? Oui, et puis des sources d'émotion. Parce que c'est absolument passionnant le patrimoine. Il s'y vit des choses, on découvre des choses, il y a des atmosphères, des lieux. Et c'est vraiment ça, la beauté du patrimoine pour les jeunes générations. Il faut retrouver la capacité de ces lieux à émerveiller et à donner de la dignité au territoire. Moi, je me souviens quand j'ai commencé ma carrière d'enseignant dans un collège de banlieue, les élèves qui étaient émerveillés de comprendre qu'il y avait une église du XIIIe siècle au milieu de la cité qui était aussi belle que Notre-Dame et qui en reprenait des éléments. Absolument. Sur l'état des lieux rapides du patrimoine, on dit aujourd'hui qu'en France, il y a 40 000 châteaux, 45 000 églises, 14 290 monuments classés et que c'est le 4e pays qui dispose de plus de biens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Alors, je suis d'accord, sauf que l'UNESCO plafonnant les choses, l'Italie, par exemple, ne peut pas en avoir plus de 32. Vous imaginez voilà, donc la France fait partie, je pense, des nations au monde qui ont le plus de patrimoine inscrit et classé, malgré l'acharnement des révolutionnaires à faire disparaître un quart de notre patrimoine religieux. On a vraiment beaucoup perdu aussi aux deux guerres mondiales.
Alors, on a plus perdu à la Révolution. On s'est saccagé tout seul davantage qu'on ne nous a saccagé. Paris comptait 250 églises en 1789, il en reste 80 en 1815. Ça vous donne une ampleur des dégâts. Mais on a recréé ensuite, les 19e et 20e siècles ont comblé ces lacunes. Et effectivement, du point de vue des destructions extérieures, les 2 guerres mondiales ont fait des ravages. Mais la France a été frappée surtout au nord et à l'est. La Deuxième Guerre mondiale a heureusement épargné beaucoup de régions. Évidemment, la Normandie a beaucoup souffert, ainsi que certains espaces autour de Paris. Mais voilà, ça n'a pas été un des pays les plus frappés au monde par la Deuxième Guerre mondiale, quand même, heureusement. Catherine Tissot-Coll, vous êtes déléguée régionale de la Fondation du patrimoine Île-de-France et porte-parole de la Fondation du patrimoine. Je rappelle que la Fondation, c'est aujourd'hui une centaine de salariés, 1100 bénévoles qui sont répartis sur 18 délégations régionales et de pays. C'est une fondation privée qui travaille sur tout le territoire. Absolument. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mathieu pour dire que la préservation et la sauvegarde, c'est pas seulement pour faire joli et que les pierres doivent être rénovées, mais c'est aussi un lieu d'émotion et de vie? Alors, je suis complètement d'accord et je le remercie de sa description du patrimoine parce que on s'y reconnaît tout à fait. Ah, mais il est bon, Oui. Et je vais rajouter une dimension qu'il a peut-être pas mentionnée, c'est aussi l'aspect économique. Il y a des travaux qui ont été faits qui disent que 1 euro qui est donné dans une collecte chez nous génère à peu près une vingtaine d'euros de business et d'activité économique. Donc le patrimoine, sa restauration, sa valorisation, ça génère aussi de l'activité et donc ça contribue à ce que Mathieu décrivait comme lien de vie, comme socialité, je ne sais pas si le mot est juste. Sociabilisation. Voilà, vie sociale, lien social. Absolument. Et je suis complètement d'accord avec lui pour dire qu'en particulier par les temps qui courent, ce sont des éléments tout à fait importants. Il y a la beauté, il y a le plaisir, il y a la culture, mais il y a aussi le fait de rassembler les gens autour de projets, des projets qui sont proches de chez eux, de créer des emplois qui par construction ne sont pas délocalisables, d'entretenir des savoir-faire. Alors Notre-Dame a été un exemple particulièrement emblématique, mais on retrouve les mêmes caractéristiques à plus petite échelle, à peu près dans tous nos projets. Et c'est vrai que le nerf de la guerre, de l'entretien et de la rénovation, c'est l'argent. Quels sont les moyens que vous avez, d'où vous trouvez vos fonds? Alors, on distingue... D'abord, c'est énorme. C'est quoi le budget à l'année? Alors, le budget à l'année, là, on vient de publier des chiffres 2024. On a récolté, récupéré et envoyé, si je peux dire, dans des projets un peu plus de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Il y a 2000 projets en gros. Oui, un peu plus. Oui, c'est ça. Oui, c'est à peu près ça. Et donc, cet argent... Alors, ça inclut 2 grandes catégories de projets. Il y a ce qu'on appelle les labels. Ça, c'est ce qu'on octroie à des particuliers. Ça, on va en parler, c'est intéressant. Peut-être on y reviendra. Donc, c'est une partie de l'activité. C'est une activité qui reste très importante dans les territoires pour accompagner les propriétaires de biens qui ont une vraie qualité architecturale. Et puis, il y a ce qu'on appelle les projets. Là, on travaille avec des collectivités, des associations, les porteurs de projets, et on les aide à trouver de l'argent. Donc, pour qu'un projet soit soutenu par la Fondation, il faut qu'il soit déjà suffisamment mûr et construit pour avoir un objectif, avoir un vrai projet, un calendrier et déjà des premières idées de financement. Nous, on accompagne cette ingénierie et on peut les aider en mobilisant des mécènes, des grandes entreprises, des fondations, des grands mécènes. On va en parler aussi. Il y en a 4 ou 5 dans le pays. Absolument. Et des donateurs qui sont tout le monde au travers des collectes. Voilà. Et donc, 260 euros ont été donnés en moyenne par les Français l'année dernière. 260 euros? Oui. Moi, j'avais même 350. Alors peut-être qu'ils deviennent plus généreux. Vous avez certainement les bons le dernier chiffre, je crois que c'était 350 en moyenne. Mathieu, parlons un peu de sous, justement. Est-ce que vous estimez que Notre-Dame ou les bâtiments comme ça, cultuels, sublimes, doivent devenir payants pour financer leur entretien? Surtout pas. Il ne faut pas marchandiser le patrimoine religieux. Une cathédrale, une église, c'est pas un château. C'est pas voilà. Il y a d'abord une loi de 1905 qui garantit le fait que l'édifice est affecté au culte catholique. Et donc, c'est l'affectataire qui peut décider des conditions d'accès. C'est comme si vous avez un locataire dans un appartement qui vous appartient, vous n'avez pas imposé au locataire de mettre un droit d'entrée pour les gens qui reçoivent chez lui. D'autre part, il faut bien voir que quand le patrimoine religieux est devenu propriété de l'État pour les cathédrales et des communes pour les églises paroissiales, c'est parce que le clergé catholique en 1789 a donné tous ses biens à la nation.
Ça représentait 15% de la richesse nationale. Ensuite, en 1905, l'État unilatéralement décide de supprimer le budget des cultes. Il ne paye plus les prêtres, d'accord, ça s'appelle la laïcité. Ça fait une économie de 120 ans de budget des cultes. Donc, sur le long terme, le patrimoine religieux n'est pas une mauvaise affaire pour l'État. Deuxièmement, je pense qu'on gagnerait plus à Notre-Dame de Paris en termes de bénéfices citoyens et en termes d'image si on en profitait pour éduquer les gens à la générosité. C'est-à-dire que si au lieu de mettre l'entrée payante, on mettait à la sortie des bénévoles qui expliquent à quoi pourrait servir un don qu'ils effectueraient à Notre-Dame pour les petites églises rurales non classées en particulier. Parce que c'est là le front où on a des éléments qui risquent de disparaître ou de se dégrader dans l'identité et la dignité de nos paysages. Éduquons les gens à la générosité. Les anglo-saxons le sont. Regardez les urnes pleines à l'entrée du British Museum ou du Metropolitan. C'est vrai. Pourquoi les Français ne seraient pas capables du même élan? Il faut les éduquer, il faut leur expliquer. Et des bénévoles qui vous disent « Regardez, on va faire ça avec votre argent », ce sera peut-être pas 5 € par personne, mais peut-être 2 ou 3. Mais en termes d'image, on y aura beaucoup gagné, je pense. Absolument. Et en préparant cette émission, vous avez dit qu'une des solutions, c'était aussi augmenter la taxe de séjour de ne serait-ce que de 50 centimes à tous les touristes qui viennent en France. Et là, on ramasserait beaucoup d'argent. On récupère quasiment 40 millions facile, 40-50 millions. Donc si on veut aider le petit patrimoine rural, on a des moyens sans faire payer Notre-Dame de Paris et sans remettre en cause ce principe de laïcité de 1905. Parce qu'il faut bien voir aussi que le clergé affectataire, il assure l'entretien des églises, c'est lui qui les éclaire, c'est lui qui les chauffe, c'est lui qui les ouvre. Donc si vous remettez en cause et vous mettez l'entrée payante, c'est l'État qui va avoir tout ça à faire. Et je ne suis pas sûr qu'à terme, le patrimoine y gagne beaucoup. Non, ce serait une mauvaise idée. Merci beaucoup Mathieu Lours d'avoir participé au premier quart d'heure de cette émission. Je vous laisse rejoindre vos élèves parce que vous êtes à quelle fac en ce moment, à quelle université ? Alors, actuellement, là, je suis avec des étudiants de classe prépa aux grandes écoles, spécialistes d'histoire de l'art. Bon, très bien. Et ensuite, je vais enseigner à l'université de Cergy. Donc, c'est la relève, on forme la relève. Très bien, faites un petit selfie, saluez-les, faites-les lever dans l'amphithéâtre et on se dit à bientôt. Je fais une capture d'écran de ce pas. Alors, pas avec la main devant, mais non, ça marche pas non plus. Bon. Merci beaucoup Mathieu, à bientôt. Et on se retrouve dans un instant avec Catherine Tissot-Coll et Véronique Kieff, qui est déléguée régionale de la Fondation du patrimoine. On va parler tout de suite après de l'Alsace. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et nous partons justement à la découverte de nos 40 000 châteaux, 45 000 églises, 14 290 monuments classés. Nous sommes le 4e pays au monde disposant de plus de biens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO avec 53 biens. Et nous sommes avec les représentants et les porte-parole de la Fondation du patrimoine qui œuvrent tous les jours bénévolement dans notre pays pour sauver, sauvegarder, rénover, protéger ce que nous aimons le plus, puisque voilà, nos petites églises, nos chapelles, nos lavoirs, nos monuments sont là dans notre pays, font partie du paysage. Et Véronique Kieff, déléguée régionale de la Fondation du patrimoine pour l'Alsace, est là avec nous. Et Catherine Tissot-Coll, porte-parole de la Fondation du patrimoine et déléguée régionale de la Fondation du patrimoine Île-de-France. Et il y a du boulot en Île-de-France. Mais il y en a aussi en Alsace. Véronique, racontez-nous, en Alsace, combien de chantiers vous avez en ce moment en cours ? En ce moment, on a à peu près 90 chantiers en cours, donc c'est pas mal, surtout au niveau des associations et puis des communes. Et puis, on a à peu près une cinquantaine de labels pour les particuliers. Donc, on est à fond au niveau de l'Alsace, on a plein de projets. Il faut quand même savoir que la délégation Alsace existe depuis plus de 20 ans. On a à peu près déjà soutenu 850 projets. Ils ont pratiquement tous été finis. Donc, voilà, on est plutôt ravis. Et puis, comme vous savez, on a des magnifiques maisons alsaciennes et on y tient beaucoup. Mais oui, voilà. Et ce sont de magnifiques maisons qui sont éco-construites, on peut le dire, par nos anciens en Alsace. Et donc, à rénover, c'est pas de la tarte, parce qu'aujourd'hui, on a des matériaux comme le PVC, on a de l'isolation par l'extérieur avec des trucs un peu industriels. Donc, comment on fait pour sauvegarder le colombage de ces maisons alsaciennes ? C'est vrai qu'il faut dire que c'est un vrai sujet, puisque en fait, on sait qu'il y a eu beaucoup d'aides de l'État pour isoler par l'extérieur avec le polyestyrène. Et une maison à colombage, elle a besoin de respirer. Donc, ce n'est pas du tout
adaptées. Et on a très peur que d'ici quelques années, on découvre des maisons qui vont aller très mal et qu'il faudra à nouveau rénover. D'accord. Donc, il faut vraiment se renseigner, c'est important. Et pour nous, on essaye vraiment de faire attention, d'aider les entreprises, parce qu'en fait, le métier a complètement changé. Avant, on construisait du neuf, mais la rénovation n'a rien à voir. C'est d'autres savoir-faire, c'est d'autres matériaux. Et il faut savoir qu'une maison alsacienne, elle est déjà pratiquement un bilan carbone qui est excellent, puisqu'elle a déjà 400 ans. C'est des matériaux réutilisables. Donc, on a vraiment intérêt à les soutenir. Voilà. Catherine Tissot-Coll, est-ce qu'un particulier peut appeler la fondation et dire j'ai une vieille voiture à rénover? On peut... Une vieille voiture ou une vieille toiture? Non, les deux. Alors, une vieille voiture, on peut en parler, mais là, je pense qu'on parlait plutôt des labels. Oui, pour continuer ce que pour disait les labels, Véronique. absolument. Pour les labels, c'est plutôt une vieille toiture, ou plus exactement, il a un bien qui présente un intérêt patrimonial qu'il a envie de rénover. Et oui, il peut nous appeler, il a raison de nous appeler, parce qu'on peut le soutenir, notamment à travers la procédure du label. Et ça, le label, c'est vous qui le délivrez? Oui, c'est ça. Et sur la base d'un dossier qui doit répondre à un certain nombre de critères. Par exemple, il faut que le bien rénové puisse être vu de l'extérieur. Il faut que le bien rénové dans sa restauration soit le plus proche possible de ce qu'il était à l'origine, respect du patrimoine, etc. Et en contrepartie de ces exigences qui sont validées par un passage du dossier devant l'architecte des bâtiments de France, en contrepartie, le titulaire du label peut défiscaliser à peu près 50% de la valeur de ses travaux et il obtiendra une subvention qui est généralement de l'ordre de 2%. D'accord. Donc, il y a un processus qui est un peu plus engageant pour les propriétaires. C'est long ? C'est pas tellement long, mais c'est qu'il faut que le projet soit peut-être un petit peu plus raffiné. Ouais. Vous avez parlé de PVC. Le PVC, c'est pas terrible dans la restauration. Donc peut-être le coût sera un petit peu supérieur, mais il aura une maison restaurée, il aura un label, il aura une plaque. Sa maison devra être visible de l'extérieur, donc elle pourra embellir le paysage où qu'elle soit. Donc tout ça, c'est des points positifs, et donc il a des aides fiscales pour l'accompagner. D'accord, mais je parlais de véhicules aussi. On peut Alors faire... les véhicules, moi, là, je vais laisser Véronique peut-être Véronique, répondre. elle est plus calée sur la voiture. On peut restaurer des Oui. voitures, mais on est plus dans le cas d'une association qui porte un projet. D'accord. C'est plus vraiment un label, c'est ok. accompagner un projet de restauration. On a même un mécène qui s'appelle Motul, qui produit des lubrifiants, qui soutient ce type de restauration dès lors que le véhicule en question, voiture, Roule. wagon, roule, exactement. Un wagon aussi? Oui, wagon aussi, ça peut marcher. Il y a un exemple de wagon que vous restaurez en région parisienne? Alors oui, il y a un exemple en cours, mais celui-là, il roulera pas, parce que c'est en Seine-Saint-Denis. Il a été restaurant, il redeviendra quelque chose, peut-être restaurant, D'accord. mais il roule pas. Donc il n'intéresse pas Motul, mais on le soutient quand même. Vous le soutenez quand même? Oui, oui, même parce- si Motul dit, même si un mécène dit non, vous pouvez quand même continuer. Oui, parce que le métier de la fondation, c'est de faire de l'ingénierie financière. C'est-à-dire que on est au courant d'un projet, on travaille avec le porteur de projet pour voir si le projet est solide, pour voir où il en est, et puis après on l'aide à trouver de l'argent pour compléter. C'est jamais nous qui faisons 100%, mais par contre on peut accorder de l'argent, on va avoir des subventions publiques, on peut faire des collectes et on peut faire appel à nos mécènes et à des fondations avec lesquelles on travaille. D'accord. Véronique Leff, on parlait justement de cet ancrage de la fondation dans le réel. Vous financez, enfin la fondation finance aussi les maisons pour seniors qui sont des béguinages médiévaux. Expliquez-nous. Alors en fait, En Alsace, hein, parce que ça en n'existe pas Alsace, ailleurs. Hein. Pas chez moi. Bon, on fait pas mal de choses. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est une commune qui nous a contactés. Donc, on a des magnifiques corps de ferme en Alsace. Donc, souvent, c'est très grand. Il y a en fait le logement principal, il y a des dépendances, il y a parfois un séchoir à tabac. Et on se retrouve avec ces corps de ferme au cœur de village où vraiment il y a une pression foncière. Et donc, il faut vraiment qu'on se batte et qu'on accompagne au maximum les communes pour qu'ils trouvent des nouvelles idées
de ce qu'on va pouvoir en faire. Et là, justement, cette idée, c'est un petit peu, en plus simple, c'est une colocation. C'est une colocation, on connaît bien pour les jeunes. Et en fait, l'idée, c'est de faire un petit peu le même principe. Une colocation où va en fait tout simplement y avoir des parties où les personnes vont pouvoir être ensemble, comme la salle à manger, la cuisine. Et donc, ça va créer du lien et c'est un beau projet qu'on va bientôt recevoir dans un petit village magnifique à Ouchepar et qu'on veut vraiment soutenir parce que je pense que c'est l'avenir. Plutôt que d'aller dans une maison de retraite, je pense que ça maintiendra beaucoup plus en forme et le cadre de vie va être beaucoup plus agréable. Et je suis sûre que quand on rencontre du monde, qu'on discute, on vieillit beaucoup mieux. C'est drôlement bien, c'est une très bonne idée. Ça, vous soutenez ce genre de projet à la Fondation, Catherine Tissé? Oui, alors à ma connaissance, en Ile-de-France, on n'a pas exactement ce genre de projet. Faudra vous y mettre. Et pourquoi pas, parce que l'Alsace est quand même leader sur le marché. Oui, c'est un benchmark positif, donc il n'y a pas de problème. Mais nous, par exemple, on a aussi quelque chose d'un petit peu original qu'on soutient, qui se passe aussi en Seine-Saint-Denis, à Villévrard. C'est un hôpital psychiatrique qui est installé dans un beau domaine avec un parc, etc. Et on soutient en particulier ce qu'on appelle la porcherie. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a des spécialistes de ces maladies psychiatriques qui ont découvert que les animaux aidaient les malades et que donc dans cette porcherie, il y a des thérapies avec des animaux et on est en train de contribuer à la restauration de ce bâtiment. Et j'en profite pour souligner, mais ça a déjà été dit notamment par Mathieu, à quel point la valorisation des projets est importante. La valorisation, ça veut dire qu'on restaure pas seulement pour restaurer, on l'a dit, pour contribuer au lien social et pour relancer des activités. Donc ça, ce sont des exemples qu'on aide des seniors à vivre ensemble ou bien qu'on accompagne des thérapies innovantes. Je trouve que ça vaut le coup. Oui, c'est bien. Et que c'est très stimulant pour les bénévoles. Mais je me rends compte, et c'est pour ça que je suis ravi de vous accueillir, c'est que la Fondation du patrimoine, c'est pas un endroit où on vient momifier des pierres et où on vient muséifier la France. C'est un endroit qui va redonner de l'élan économique, personnel, social, culturel à un endroit. Oui, alors il y a le slogan qui est utilisé par la Fondation, donner de l'avenir à l'histoire. Très bien. Donc c'est exactement ça. C'est Stéphane Bern? Non. Je sais pas. Véronique est avec la Fondation depuis plus longtemps. Tu le sais, Véronique? J'ai pas compris la question. Qui a trouvé ce slogan qui est pas mal, donner de l'avenir à l'histoire? Alors là, je ne voudrais pas m'engager, je n'en sais rien. Bon, c'est pas grave, mais c'est une belle image. C'est une belle image. Et effectivement, moi, je trouve que c'est un des aspects les plus stimulants, au-delà de tout l'aspect culturel, beauté, qui n'est pas du tout négligeable. Non, bien sûr. Mais c'est extrêmement intéressant de travailler, alors notamment avec les porteurs de projets, ça peut être des responsables de territoire, des associations, et de voir avec eux ce qu'on pourra faire, comment on le met en valeur, etc. C'est toujours ajouter de la vie au projet. Oui, c'est vrai. Et en Alsace, au sein de vos 90 chantiers, Véronique, est-ce que vous constatez un renouveau des bénévoles, une jeunesse qui revient ? Alors, c'est vrai que ça fait 3 ans que je suis à ce poste et c'est vrai qu'on était une petite équipe, on était 12 bénévoles et 2 salariés et actuellement, on est une équipe de 35. Donc, en 3 ans, ça a explosé. Et cette année, on a eu en fait 7 nouveaux bénévoles qui nous ont rejoints, 21 ans à 32 ans, entre autres, avec d'autres jeunes retraités aussi. Mais c'est vrai que j'étais extrêmement surprise de voir tous ces jeunes qui ont eu envie d'intégrer la Fondation du patrimoine. Et avec des profils extrêmement différents. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il faut aussi adapter la façon de travailler, puisque un bénévole retraité n'aura pas le même temps qu'un bénévole qui va travailler. Et donc, ça nous a vraiment permis de développer de nouvelles choses. Parce que c'est vrai que souvent, les jeunes maîtrisent bien tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Et c'est important aussi pour nos mécènes de trouver quelque part, de leur donner de la visibilité. Bien sûr. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé. Il y a aussi des jeunes qui donnent de leur temps, qui vont aller sur quelques projets. Donc, on essaye vraiment d'adapter. Et je pense que cet intérêt, c'est aussi un petit peu l'effet Notre-Dame. C'est vraiment quelque chose qui a beaucoup joué. Parce qu'en fait, on a les métiers d'art ont été valorisés.
on se rend compte qu'on peut servir. Et puis, bon, je pense qu'il y a vraiment un dynamisme au niveau de la Fondation du patrimoine. Oui, c'est vrai. Et du coup, on a envie d'y aller. Il y a plein. Et puis, on va trouver toujours quelque chose à faire. Oui, j'ai envie de vous couper, Véronique, parce qu'il faut qu'on fasse une petite pause. Je sais que vous avez envie d'y aller, mais on va y aller ensemble. Et juste après la pub, on se retrouve dans un instant dans La France à découvrir pour continuer à parler de ce merveilleux patrimoine que vous défendez fort bien. À tout de suite. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes avec nos invités, Véronique Keff, déléguée régionale de la Fondation du patrimoine qui est en Alsace et qui défend les couleurs de l'Alsace pour le patrimoine et pour tout ce qui est du patrimoine alsacien. Il est fort riche. Et nous sommes avec nous autour de cette table aussi avec Catherine Tissot-Coll, déléguée régionale et porte-parole de la Fondation du patrimoine Île-de-France. On parlait tout à l'heure de l'engouement des jeunes pour le patrimoine et toutes les traces de l'histoire, mais c'est aussi pour les savoir-faire d'exception, les gestes architecturaux que ces jeunes retrouvent. Alors, on a l'impression que les jeunes, ils sont tous sur leurs écrans, dans une fugacité du réel, où tout doit aller vite, tout est instantané. Et en fait, pas tant que ça. Ils s'intéressent aussi beaucoup à des choses qui sont intemporelles, comme des savoir-faire incroyables. Vous êtes d'accord avec ça, Catherine? Oui, c'est un mouvement Vous le constatez? Est-ce que vous avez besoin de jeunes en ce moment? Vous faites un appel aux bénévoles ou pas? Ah oui, absolument. En Île-de-France, on a 8 départements, c'est-à-dire Paris, Petite Couronne, Grande Couronne, avec des environnements très différents, urbains, ruraux, entre les deux, etc. Et donc là, on recrute. On est un peu plus nombreux qu'en Alsace. Là, on est déjà pratiquement 70 dans ces 8 départements. Mais on a des territoires, notamment la Seine-et-Marne, par exemple, qui est un très grand territoire où on manque de bénévoles. Donc si parmi vos auditeurs, certains sont volontaires et ont du temps, Seine-et-Marne, parce qu'on a plusieurs types de bénévoles. Historiquement, on est organisé par territoire, vous l'avez très bien dit au début, mais maintenant, donc les gens peuvent être affectés entre guillemets à un territoire, ils suivent ce qui s'y passe, ils suivent des projets, ils voient naître des projets, donc c'est très stimulant. Effectivement, si on prend des gens qui sont encore en activité, jeunes ou moyennement jeunes, mais en tout cas en activité, ils auront peut-être un petit peu moins de temps, mais s'ils sont nombreux, ils peuvent se partager le territoire et être chacun actif et responsable, ce qui est en général très apprécié. Et il y a autre chose aussi, c'est que suivant les profils des gens et leur centre d'intérêt, on a de plus en plus de délégués dits thématiques. On a par exemple des architectes, on a des gens qui travaillent maintenant sur le patrimoine naturel et la biodiversité. On a même chez nous en Île-de-France un spécialiste des orgues. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de tous nos projets, mais on a des orgues, on a des gens qui s'intéressent à tout un tas de sujets. Et là, on peut prendre dans les équipes des bénévoles qui n'ont pas tellement de temps, mais une expertise et qui apporteront aux autres. C'est de plus en plus large chez vous le domaine d'intervention. On élargit et on fait travailler ensemble. Moi, je suis responsable depuis moins longtemps que ma collègue d'Alsace, Véronique. Mais je pense qu'on peut travailler encore plus les croisements de potentiel et les croisements de compétences pour être plus efficaces et mieux aider les porteurs de projets. Est-ce que la mission Berne, est-ce que la Fondation du patrimoine aide beaucoup? Le loto du patrimoine. Oui, ça aide. C'est une source de financement. Ça a été créé, vous savez, en 2017. Et ça existe en fait depuis 2018. Et là, ça a été renouvelé au moins jusqu'à 2025. Mais bon, pour l'instant, ça marche très très bien. C'est un loto tous les ans? C'est un loto tous les ans. En mars ? À peu près. Oui, à peu près. Et vous avez des projets emblématiques, en gros, un par région, 18, je crois. D'accord. Et puis, vous avez des projets départementaux. Est-ce qu'il est encore temps de déposer les dossiers Alors, en fait, on peut déposer des dossiers toute l'année sur un site qui est facile d'accès, www.missionberne, etc. Mais je vous le redonnerai plus précisément, peut-être pour le mettre sur votre site. Et par contre, il y a une date butoir pour pouvoir être éligible à une année. Et pour 2025, c'est le 28 février. D'accord. Donc, si les gens qui nous écoutent connaissent un objet patrimonial qui est en péril, c'est un critère important, ils peuvent aller et remplir le formulaire. Il n'est pas obligé d'être complet et hyper détaillé au début, c'est pour signaler, et ensuite c'est regroupé. Nous, à la Fondation du patrimoine, on accueille les équipes qui travaillent pour la mission du patrimoine, donc on analyse les dossiers, on regarde aussi parmi les dossiers que nous, on connaît ceux qui nous paraissent éligibles aux critères de la mission Berne. Et c'est comme ça qu'on fait des sélections qui sont ensuite vues par des jurys de spécialistes et qui aboutissent à la sélection des projets. Mais ça a été vraiment un gros booster. Un gros booster. C'est bien ce qu'il fait Stéphane. Stéphane, si tu nous écoutes, bravo. Oui, voilà, Stéphane. On fait une grosse bise. Bravo. Véronique, déléguée régionale de la Fondation du patrimoine pour l'Alsace, qu'est-ce que la mission Berne a permis de sauver chez vous en Alsace ?
Alors, ça a permis de sauver, par exemple, la maison Jean-Jacques Henner. C'est un peintre alsacien que vous avez peut-être déjà vu, ces fameuses femmes rousses, Oui. nues, voilà. Donc c'est la maison du peintre actuellement. Ou pareil, derrière, il va y avoir un super projet avec une association. Il y aura une friperie, il va y avoir un atelier de peintre pour les femmes, parce que souvent, on n'avait pas forcément les femmes n'avaient pas le droit d'apprendre à peindre, et lui, il le faisait. On a la maison, on a à Gris, on a le fameux corps de femme dont je parlais. On a également une briqueterie qui avait aussi reçu, là où on fabriquait des tuiles Gilardoni. On a eu une maison de poterie, voilà. Donc c'est vraiment énormément de projets, et c'est super important parce que c'est des gros coups de pouce. C'est important, et souvent c'est aussi déclencheur pour se lancer dans une rénovation, parce qu'il faut jamais oublier que quand on a une petite commune, quand il y a peut-être le maire qui travaille à côté, la secrétaire de mairie, et quand derrière on se lance dans un projet, c'est vrai d'avoir nos bénévoles qui sont sur le terrain, on peut les appeler, on pose des questions, c'est vrai qu'un maire en général, il doit connaître, le matin il va parler d'urbanisme, après de l'école, de la cantine, puis ensuite je sais pas, des lampadaires ou de soucis. Et derrière, on leur demande de monter des projets pour trouver plusieurs millions. C'est vrai que de pouvoir appeler la Fondation du patrimoine, où il va y avoir du coup un bénévole qui va venir, qui va lui expliquer à qui il va pouvoir s'adresser, l'aider peut-être à monter son projet d'une certaine façon, c'est une vraie richesse. Et ça, il faut jamais l'oublier. C'est vrai qu'on a un maillage qui est absolument formidable, puisqu'on a 1000 bénévoles sur le territoire. Et du coup, c'est beaucoup plus simple d'appeler quelqu'un, de pouvoir discuter. Et on va lui souvent donner des petites idées, parce que quand il y a un projet, on va essayer de lui dire, pour que la collecte fonctionne, puisqu'en fait c'est ça qui est important, c'est d'avoir une collecte qui fonctionne. Et du coup on va lui dire, organisez un concert, faites une choucroute party pour les gens du village. Et c'est une façon pour que les gens donnent de l'argent. Et c'est quand même important de savoir que on paye des impôts, et de choisir où va son impôt. C'est quand même formidable. Et puis de matérialiser, de voir ce qu'on en a fait de son argent, c'est important. Voilà. Et puis à la fin, on voit que ça devient beau, ça donne un beau cadre de vie. Et donc, c'est formidable pour tous. Et c'est gratuit, puisque quelque part, tout le monde peut en profiter. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, à ce propos, Catherine Tissokol, est-il vrai que 80% des projets soutenus ne sont pas inscrits ou classés? Ce sont des projets soutenus par la Fondation qui sont des spontanément demandés par des particuliers Absolument, absolument. Et c'est la spécificité de la Fondation de s'intéresser à ce qu'on appelle parfois le patrimoine vernaculaire, le vrai patrimoine de terrain sur les territoires, que ce soit des territoires urbains ou des territoires ruraux. Et ça, c'est très, très stimulant, là aussi, pour les porteurs de projets, de savoir qu'on peut les accompagner et qu'on peut obtenir des financements et des projets importants. Et pour rebondir sur ce que disait Véronique, là, par exemple, la semaine dernière, on a rencontré une maire d'un petit village de Seine-et-Marne qui a déjà commencé à restaurer une église qui a été construite entre le XIIIe et le XVIIe siècle. À Vincelles. Vimpel. Avec un P. Avec un P. Ça, absolument. Comme patrimoine. Comme patrimoine. 540 habitants. Exactement. Et c'est un village extrêmement vivant. Oui. C'est-à-dire que au début, elle nous dit, oui, comment on accompagne la collecte, et puis elle nous explique qu'il y a un marché de Noël où il y a eu 5000 personnes qui font une fête à l'occasion du 21 juin, etc. Et donc ça, c'est extrêmement stimulant, et c'est pour ça que je dis qu'on a besoin de bénévoles, parce qu'il faut maintenant, l'idée, en recrutant plus de bénévoles, c'est de pouvoir affecter clairement au moins un bénévole à chaque projet. Comme le disait Véronique, pour que comme ça, les porteurs de projets ou les gens du territoire, les responsables, les élus, sachent à qui s'adresser et puissent avoir un dialogue avec des gens bien identifiés. Mais c'est passionnant ce qui se passe dans le pays, parce que là, par exemple, le gros chantier, ça va être la restauration de la flèche et de la tour nord de la basilique Saint-Denis. Oui. Peu de gens savent que c'est le tombeau des rois de France. Il y a une collection de 70 tombeaux sculptés de toute beauté, mais vraiment
vraiment magnifique. Oui, c'est très beau. Et ça va être rénové, ça va prendre 5 ans, je crois. Oui, à peu près. C'est un peu comme la cathédrale, c'est-à-dire qu'on va remettre une tour d'origine. Oui, et la ça va flèche. vraiment changer. Il faut aller regarder notre site. Oui. Il faut que les gens C'est tapent. quoi, l'adresse du site ? C'est Fondation du patrimoine tout simplement. Oui. Et vous tombez immédiatement sur les projets. Donc vous mettez simplement Basilique de Saint-Denis. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Et vous allez tomber sur un petit. C'est magnifique, 140 mètres de haut. 140 C'est très très on va beau. refaire quelque chose Absolument. à l'identique, ça c'est sublime. Et il va y avoir un lancement très important le 14 mars. On l'espère en présence du président de la République pour la pose de la première pierre qui va donner plus de visibilité à ce projet. Génial. On va marquer une pause, chers amis. Justement, on parlait de pause de première pierre. Nous, on va en faire une pause aussi, tout de suite. Et on se retrouve juste après la pub dans un instant avec nos invités pour parler du patrimoine en France, de sa rénovation, de sa conservation et surtout de nombreux exemples rigolos qu'on va voir dans le dernier quart d'heure. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et dans la France à découvrir, nous sommes bien entourés dans cette émission autour de cette table avec Véronique Keff, déléguée régionale de la Fondation du patrimoine pour l'Alsace, et Catherine Tissot-Col, porte-parole et déléguée régionale de la Fondation du patrimoine Île-de-France. 2 régions où il y a du travail, 90 chantiers en Alsace et combien en Île-de-France ? De l'ordre de la centaine. Centaines aussi, qui sont en ce moment en cours. En cours. Alors, on parlait des choses rigolotes un peu, qui sont un peu saugrenues, un peu insolites. La Fondation du patrimoine, en Alsace, vous vous êtes occupé du premier écuroduc du Grand Est. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Véronique ? Alors, l'histoire, c'est dans un petit village dans le Haut-Rhin. Et il y a en fait dans cette ville 2 magnifiques parcs arborés, dont un classé. Et il y avait régulièrement des écureuils séparés par une route avec des écrasements d'écureuils. Ils décédaient brutalement sur la route. Voilà, ça faisait beaucoup de peine à tout le monde. Bien sûr. Et donc, ils ont eu l'idée de construire un écuroduc. Alors, qu'est-ce qu'un écuroduc ? C'est simplement, c'est un style d'élastique qui est tiré entre 2 arbres en hauteur. Et du coup, l'idée, c'est vraiment que les écureuils prennent l'habitude de venir. Donc, ça a été un projet qui a été fait avec l'école communale, où du coup, les enfants, il y a une association aussi de nature, et du coup, les enfants venaient déposer de la nourriture dans les mangeoires, et donc les écureuils ont pris l'habitude de venir. Donc voilà, c'est vraiment très très beau. C'est une collecte qui a vraiment marché. C'est notre programme patrimoine naturel et biodiversité. Et donc sur ce projet en Alsace, on avait en fait une personne qui donnait 1 euro, et nous on a bondé de 1 euro. Donc ça a permis vraiment de très vite financer ce projet. Et donc, ce que je dis souvent, c'est le souci, c'est que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui viennent, ils traversent la route, lèvent les yeux pour regarder l'écuroduc, pour espérer voir des écureuils. Et c'est un peu dangereux pour les piétons maintenant. Donc, il faut qu'on trouve une solution. Ouais. Ne levez pas les yeux, restez les yeux sur la route. Restez concentrés, regardez que quand vous êtes sur le trottoir. Ça, c'est un très bel exemple, Catherine, des actions de la Fondation ancrées dans le réel et qui ne sont pas forcément sur des vieilles pierres. Hein. Ah oui, absolument. Je parlais tout à l'heure des délégués thématiques. Parmi les thématiques pour lesquelles on recrute, il y a tout ce qui est, comme disait Véronique, patrimoine naturel et biodiversité. Parce qu'en fait, vous avez des espaces où vous avez des mares, vous avez des parcs, vous avez des forêts. Et puis peut-être qu'à l'entrée de ce parc, vous avez un bâtiment un petit peu ancien. Si le parc devient une réserve, un lieu de détente, vous restaurez le pavillon. Vous pouvez aussi offrir peut-être une petite buvette. Donc, le patrimoine naturel et la biodiversité, c'est pas uniquement des fleurs qui sont dans un coin où personne ne peut aller. Dans l'esprit de la Fondation, ce sont aussi des projets qui contribuent à la vie, tout en s'inscrivant, peut-être de manière beaucoup plus notable qu'avant, dans une durabilité d'usage qui est maintenant indispensable. Et qu'est-ce qu'on fait du patrimoine contemporain, des maisons Le Corbusier, ce genre de choses? Alors, on est qui ont besoin d'être restaurées aussi ou pas? Oui, c'est possible. Ouais. On a un exemple justement cette année en Île-de-France d'un projet qui est soutenu par la mission Berne, qui a obtenu 300 000 euros. C'est la restauration de l'extérieur d'un
petit immeuble qui s'appelle la villa Stein et de Monzy. Ces deux personnes, enfin la famille Stein et de Monzy, ayant demandé à Le Corbusier de faire cette maison pour eux, qu'ils ont partagée. Et maintenant, il y a 5 très beaux appartements. Donc les résidents actuels, les copropriétaires actuels sont très attachés à cet immeuble. Il a été présenté à la mission Berne. Et là, on va lancer une collecte au printemps. Là, on a eu la remise un peu solennelle toujours du chèque de 300 000 €. Alors je précise que le chèque n'est touché par les bénéficiaires qu'à la fin des travaux, Bien mais sûr. symboliquement, on remet un grand chèque et on fait un peu de publicité. Et c'est vrai que moi, je suis très attachée à ce patrimoine du XXe siècle. Ça peut être aussi la restauration d'usines. Il est question aussi en Seine-et-Marne de restaurer peut-être une rotonde ferroviaire, c'est-à-dire un endroit où les trains arrivaient, ils étaient entreposés, etc., avec l'idée aussi de restaurer des wagons et de refaire tourner des trains dans une perspective d'animation, de tourisme, etc. Donc tous ces outils, tous ces trésors en fait du XXe siècle méritent d'être regardés et parfois restaurés. Et les particuliers peuvent faire appel à vous et être suivis s'ils obtiennent le label. Alors les particuliers et les labels, c'est un peu 2 chemins parallèles, les labels et les projets. Mais dans certains cas, il peut y avoir aussi des collectes autour d'un label. Mais voilà, c'est un peu deux choses différentes. Il ne faut pas d'abord être labellisé pour obtenir... Non. Ah d'accord. Non. Les projets qui sont soutenus et portés par des partenaires publics ou des associations, ou les deux ensemble, ils n'ont pas besoin d'être labellisés avant. C'est un peu de... D'accord, mais les particuliers, oui. Les particuliers, ils sont labellisés, ils restaurent leur maison, ils ont un avantage fiscal, ils ont une très belle maison, enfin un très beau bien, et voilà. Après, ils peuvent avoir un projet par ailleurs, ou être associés à un projet, mais c'est un petit peu différent comme logique. Est-ce que c'est ce qui se passe pour les jeunes couples en Alsace qui veulent sauvegarder leur maison alsacienne? Est-ce qu'ils peuvent espérer, parce qu'ils débutent dans la vie, avoir une aide de la Fondation pour sauver ces belles maisons à Colombage? Alors, comme on expliquait, le label de la Fondation du patrimoine, au départ, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'obtenir les 2% de subvention ou les 20% selon les partenariats qu'on peut créer avec les communes. Et derrière, qui entraîne la défiscalisation du montant des travaux de leur impôt sur le revenu ou 100% de l'impôt foncier. Donc ça, c'est un dispositif. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand on paye de l'impôt. Et donc, en Alsace, on a créé un fonds de la maison alsacienne qui va permettre tout simplement, avec nos fonds propres, de soutenir des jeunes qui se lancent dans un projet et qui n'ont pas forcément toujours les moyens, mais du coup vont pouvoir quand même obtenir un label de la Fondation du patrimoine et qui derrière vont quand même recevoir une subvention. On va les aider, suivant le cas, à acheter des matériaux, des choses comme ça. Donc ils vont pouvoir rénover à moindre coût et du coup en plus apprendre les bons matériaux, les techniques. Et on a pas mal de jeunes qui sont intéressés par ce projet. Et c'est vraiment très bien. On a la chance d'avoir 2 parcs naturels en Alsace qui donnent des formations pour les particuliers, pour les entreprises. Donc on espère vraiment que très très vite, toutes les entreprises vont pouvoir avoir les compétences. Parce que c'est vrai, celles qui ont les compétences ont des carnets de commandes qui sont impressionnants. Bien sûr. Et il faut vraiment qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se lancent là-dedans. Et vous vouliez lancer un appel justement, alors pas aux bénévoles, parce que vous en avez assez dans l'Alsace, mais aux entreprises et aux mécénats. Ben voilà, donc alors les bénévoles bien sûr sont toujours les bienvenus, mais c'est vrai qu'on a toujours plein de choses à faire et c'est toujours avec grand plaisir. Mais c'est vrai que nous on veut vraiment développer le mécénat parce qu'on sait que le nerf de la guerre c'est l'argent et donc du coup les mécènes on veut créer des projets avec eux, on veut voilà les mettre en avant. Il y a des belles choses, en ce moment ils recherchent de RSE. Et là-dessus, on peut tout à fait, on a tout ce qu'il faut pour répondre à leurs demandes, puisque quelque part, ce sont des projets où ils vont pouvoir emmener où il y aura des contreparties, par exemple, où ils pourront emmener leurs salariés découvrir des lieux, on peut leur organiser des choses, et quelque part, plus on aura d'argent, plus on va pouvoir restaurer de patrimoine. Donc nous, on fait un appel à dons, donner pour les projets, tous les projets, mais bon, là, moi je suis là pour les projets alsaciens, donc donner pour les projets alsaciens. Et puis les entreprises, contactez-nous, on veut vraiment faire de belles choses et n'hésitez pas, on essaiera de vous faire du sur-mesure pour vous.
Parfait, l'appel a été entendu, je le souhaite en tout cas, pour l'Alsace. Catherine Tissot-Coll, vous avez aussi un appel à lancer, vous, pour la Fondation du patrimoine? Alors, je prends exactement les mêmes mots que Véronique pour dire voilà. qu'on cherche la même chose en Île-de-France, oui. Avec des nouveaux mécènes, essayer de mieux travailler, de mieux connaître le tissu des entreprises. Alors, on parle toujours des grands mécènes, ils sont extrêmement importants et ils apportent beaucoup. Rappelons les 3-4 grands mécènes, c'est Dassault. Alors nous, Total Energy, par exemple, qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est insertion, formation des jeunes. On a Dassault avec une certaine dimension. Motul, on a Belmain, etc. Donc Airbnb, ça c'est rigolo ça. Oui, Airbnb qui aide des particuliers à entretenir et restaurer leur propriété, leur maison. Donc tout ça est extrêmement intéressant, mais il y a aussi des tissus de plus petites entreprises de proximité. D'ailleurs, le fait qu'on restaure et qu'on renouvelle le patrimoine leur permet de vivre dans les territoires. Et puis dernier point que je voudrais peut-être ajouter, on est en train de lancer là une campagne d'adhésion pour tout le monde. L'adhésion à la Fondation du patrimoine, c'est 40 €. Ça peut être un peu plus si on a envie de soutenir. Je vais en prendre une. Oui, voilà. Alors, bonne nouvelle, il vous suffit de vous connecter. Bonne nouvelle, JK a pris d'adhésion. Exactement. Il vous suffit de vous connecter et maintenant, vous pouvez même adhérer et payer la cotisation en ligne. Parfait. Et on est en train de travailler sur des contreparties pour informer nos adhérents, un petit peu comme on le faisait déjà avec les mécènes, mais à plus grande échelle. Parfait. Donc, on a envie d'impliquer plus de citoyens dans nos activités. Merci de nous avoir ouvert les portes de la Fondation du patrimoine, ses coulisses, son fonctionnement et la façon dont vous voyez les choses aussi pour l'avenir. On est ravis de cette émission. On retrouve toutes les informations sur votre site pour les adhésions, pour tout ce qui se passe en France sur les 2000 chantiers en ce moment de rénovation, de conservation de notre patrimoine amoureux. Eh bien, merci patrimoine d'amour. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, bonne soirée, bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine dans La France à découvrir. Salut. Merci. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel.